partie de notre soirée à Beaux-Arts avec les têtes de liste à la Chambre pour l'élection de dimanche prochain. On va entendre l'avis de deux experts qui ont écouté les têtes de liste pendant 1 heure et demie tout à l'heure. On va commencer par Pascal Deluit, politologue à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, fin connaisseur et des médias et de la politique. Je ne sais pas ce qui est le mieux en fait. Alors juste quelques mots pour, je dirais, enclencher sur la discussion avec la salle. D'abord, rappeler que l'élection qui intervient à Bruxelles intervient dans un cas tout à fait nouveau. On ne l'a pas dit, et j'ai eu beaucoup de demandes en la matière, donc je vais le rappeler. La circonscription de Bruxelles est une nouvelle circonscription, mais comme hier il y avait aussi le débat régional, il faut souligner qu'il y a une distinction entre l'élection régionale et l'élection fédérale dans la circonscription de Bruxelles. De deux points de vue au moins. Le premier, c'est que la circonscription de Bruxelles à la Chambre est une circonscription où les habitants des 6 communes à régime linguistique spécial peuvent, s'ils le désirent, voter soit pour les listes du Brabant flamand, soit pour la circonscription de Bruxelles. Et que donc c'est un élément important, c'est qu'on aura des électeurs qui vont voter dans cette circonscription qui n'y habitent pas. Deuxième élément, il ne faut pas l'oublier par rapport à la région, les Belges de l'étranger votent également aux élections fédérales, donc un certain nombre d'entre eux, et un nombre appréciable d'entre eux, voteront dans la circonscription de Bruxelles, ce qui fait que la différence en termes de nombre d'électeurs pour le niveau fédéral et pour le niveau régional peut être de quelques dizaines de milliers d'électeurs, ce qui nous amènera peut-être d'ailleurs à des comparaisons un peu subtiles le 25 mai, peut-être le 26 mai, pour savoir qui est vraiment le premier parti de Bruxelles. Ça peut être le premier des 19 communes, le premier des 25 communes. Donc c'est un élément important. Deuxième élément, c'est presque la seule, mais pas uniquement la seule circonscription où, et contrairement un peu à ce que j'ai entendu, il y a des partis francophones et néerlandophones. Et donc, on peut intervenir sur le résultat de la NVA dans la circonscription de Bruxelles. Donc, un électeur qui habite Bruxelles peut voter pour la NVA, peut voter pour un parti francophone, peut voter pour un autre parti néerlandophone. Donc, c'est un des rares lieux où, justement, on peut intervenir par rapport aux partis francophones, par rapport aux partis néerlandophones. Ce n'est pas le seul lieu. Rappelons qu'il y a des listes francophones qui se présentent en Brabant flamand, qu'il y a aussi certaines listes flamandes qui se présentent en Wallonie, et que par ailleurs, je le rappelle, parce qu'il y a souvent des confusions en la matière, en droit électoral, quiconque peut se présenter où il veut aux élections fédérales. Bart de Wever pourrait parfaitement se présenter dans le Hainaut. Habitant Bruxelles, je pourrais parfaitement me présenter à Liège, dans le Hainaut ou à Anvers, par exemple. Deuxième élément, petite correction aussi, j'ai entendu que la NVA, c'est moins que rien à Bruxelles. C'est moins que rien, c'est un peu péjoratif. Si on le rapporte bien sûr à l'électorat bruxellois, c'est un pourcentage relativement faible. Si on le rapporte à l'électorat bruxellois néerlandophone, ce n'est pas moins que rien. Aux élections de 2010, la NVA a fait 18% de l'électorat néerlandophone de Bruxelles. Donc j'invite quand même un peu de prudence sur l'idée que la NVA ne pèse rien à Bruxelles dans l'électorat néerlandophone. Bien sûr, on n'est pas dans un blocage des institutions avec 18% des électeurs néerlandophones, mais ce n'est pas moins que rien pour autant. Alors, troisième petite réflexion sur la proposition de Philippe Van Paresse et la réflexion. Juste un petit mot là-dessus, deux petits mots. La première, comme l'a dit Didier Renders, si on pousse la logique jusqu'au bout, si tous les francophones votent néerlandophones aux élections régionales, les partis francophones n'ont aucun siège. Donc voilà, il y a des limites au raisonnement. Par ailleurs, je voudrais quand même souligner qu'il ne faut pas oublier que le Parlement de la région de Bruxelles-Capitale est composé de 89 députés, 72 francophones, 17 néerlandophones, qui a déjà une surreprésentation néerlandophone. C'est une minorité protégée. Et je trouve que c'est quand même un peu aller loin dans la protection de la minorité d'encore inviter les francophones à voter néerlandophone. Mais c'est une élection dans une démocratie représentative et chacun est libre. Dernière petite considération politique, et puis deux sur les politiques publiques. C'est une question une problématique qui a été mise en avant par Didier Renders, la question des symétries ou de l'absence des symétries, ou l'absence de symétrie. On peut voir cette question, pour revenir à mon premier point dans la circonscription de Bruxelles, à la lumière du fait que le débat était un peu asymétrique parce qu'il n'y avait pas de néerlandophone, mais, comme on l'a souligné, la probabilité, et je crois que c'est une probabilité très forte qu'il y ait des élus néerlandophones à Bruxelles, est vraiment très faible, très très faible. La probabilité qu'il y ait des élus francophones dans le Brabant flamand est supérieure, elle est faible, mais elle est supérieure. Donc c'est vous dire que la probabilité qu'il y ait des élus néerlandophones dans la circonscription de Bruxelles est faible. Deuxième aspect, sur la symétrie, est-ce qu'il peut y avoir une symétrie entre le gouvernement, entre la majorité fédérale et la majorité dans les entités fédérées ?
C'était d'ailleurs une des volontés du législateur en faisant passer la législature fédérale à 5 ans. Cela dit, il faut bien observer que Bruxelles a toujours eu un statut un peu particulier en la matière, puisque dès la première élection au suffrage direct pour l'élection régionale bruxelloise, l'asymétrie a été créée. Des partis ont été membres de la coalition qui n'étaient pas membres du gouvernement à l'époque national puis fédéral, singulièrement le FDF, et ça a été confirmé par la suite. Donc, en matière de volonté de symétrie, il y a toujours eu une forme d'exception bruxelloise, tout à la fois pour les partis francophones et pour les partis néerlandophones, puisque, par exemple, le seul endroit en Belgique où Groen est membre d'un exécutif, c'est dans l'exécutif de la région de Bruxelles-Capitale. Il faut y ajouter un deuxième point, qui est un point que décidera dans une large mesure l'électeur, c'est que, bien évidemment, si d'aventure la confection du gouvernement fédéral s'avère très difficile compte tenu des résultats électoraux, il y a peu de chances qu'en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, on attende le résultat d'une négociation qui pourrait s'éterniser, par exemple, jusqu'à l'automne. En revanche, si l'électeur permet qu'une coalition se mette rapidement en place, il est clair que alors là, dans la discussion, c'est assez indubitable, il y aura une négociation des partis pour être présents partout, à tous les niveaux de pouvoir, et donc là, Bruxelles sera concernée. Alors, deux petites remarques. Et la symétrie peut être possible, à tout le moins dans le collège francophone, puisque dans le collège néerlandophone, les choses sont peut-être plus ouvertes, mais à voir. Deux petites réflexions sur les débats de politique publique qui sont intervenus. On a beaucoup discuté de l'emploi et de l'enseignement, et je trouvais qu'il y avait un angle mort qui est à peu près le même relativement à l'emploi et à l'enseignement, c'est que en région de Bruxelles-Capitale, la très grande majorité des emplois sont des emplois qui exigent un niveau de capital scolaire élevé. Diplôme du supérieur, diplôme de l'universitaire. C'est un débat qui n'a quasiment pas été évoqué. Et dans l'enseignement, qu'a-t-on évoqué? L'enseignement qualifiant. Bien sûr, c'est très important, l'enseignement qualifiant. C'est très important d'améliorer le niveau technique, le niveau professionnel, tantôt dans le secondaire inférieur, tantôt dans le secondaire supérieur, de créer des synergies avec le monde de l'entreprise, tout à fait. Enfin, je voudrais quand même inviter à ne pas oublier l'enseignement général et éventuellement l'enseignement supérieur et l'enseignement supérieur universitaire, parce que quand même, la grande majorité des emplois disponibles dans le bassin bruxellois et dans l'interland bruxellois, ce sont des emplois qui nécessitent des diplômes de l'universitaire ou du supérieur. Et donc, c'est rarement, c'est pas exclusif, mais c'est rarement via l'enseignement qualifiant qu'on y arrive. Donc, n'oublions pas, s'il vous plaît, l'enseignement général, et donc abordons quand même le problème majeur de Bruxelles, qui n'est pas tellement la distinction enseignement général, enseignement technique et professionnel, mais le côté très inégalitaire dans la qualité des écoles sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Donc je crois qu'il faut traiter cette question-là, parce qu'on ne réussira pas, à mon estime, à tout le moins, il faut être prudent, mais on réussira difficilement, je crois, à rencontrer le problème de l'emploi, et en particulier l'emploi des jeunes, sans, je dirais, leur donner les qualifications qui leur permettent d'accéder au marché de l'emploi bruxellois ou de l'interland de Bruxelles. Et donc, c'est un problème d'égalisation des niveaux d'enseignement, égalisation des niveaux d'enseignement par le haut, et on ne devrait pas être trop inquiété par l'aspect budgétaire. Je me permets de terminer là-dessus. On sait bien que dès qu'on dit il faut faire quelque chose, on nous dit, et c'est vrai, ça coûte beaucoup d'argent et on n'a pas l'argent et en plus il y a des économies à faire, c'est parfaitement vrai, mais je voudrais juste rappeler ici pour terminer, on a évoqué le modèle finlandais, qui est souvent le modèle épinglé dans la littérature, dans les enquêtes PISA. La Finlande est un peu montrée comme ce qu'il faut suivre. Si vous regardez la Finlande, elle consacre 6,6% de son PIB à l'enseignement. 6,6%. Si vous regardez la Belgique, elle consacre 6,5% de son PIB à l'enseignement. Donc, a priori, ce n'est pas nécessairement un problème de moyens, c'est peut-être plus un problème d'utilisation des moyens. Merci pour votre attention. Merci Pascal. Alors, nous allons demander à Jo Bulens, qui est professeur à la Erasmus Hogeschool, de nous donner sa vision et ses conclusions, ses perspectives après ce débat. Merci. D'abord, je veux dire, ce n'est pas mon premier point, mais que j'étais fort étonné que Bardewevre est même capable de dominer les médias, même au sud du pays et à Bruxelles. Ça m'étonne fort, ça m'étonne même fort au niveau de la Flandre. J'étais fort étonné.
Deuxièmement, quand je compare, parce que bon, je suis invité ici pour un peu faire des remarques au niveau de la différence entre ce que je remarque au niveau des médias et de ce qui se passe du côté du nord du pays, tout en étant flamand. Je vois que dans les débats, les Flamands insistent certainement plus sur toutes les responsabilités qui ont été données après cette nouvelle structure de l'État au niveau des régions et des communautés. Et ici, je vois même que dans un débat qui se déroule au niveau de la Chambre, donc du niveau fédéral, on ne parle presque que de l'enseignement. Que, à mon avis, dans cette structure de l'État, on n'a pas fait l'inverse de le remettre au niveau fédéral l'enseignement, que ça reste une responsabilité des régions et des communautés. Est-ce que ça m'étonne? Non, parce que ça prouve que cet enseignement, c'est quelque chose ici au niveau de Bruxelles, c'est quelque chose qui dépasse ce clivage de communauté ou de cet échange de langue, mais c'est un problème de la ville elle-même. Et quand je parle de ville, je sais très bien ce que je dis, c'est la grande ville, c'est cette métropolitaine qui dépasse les 19 communes et qui est quelque chose de toute une région qui a des problèmes au niveau de emploi, et l'emploi et enseignement, ça va de pair. Et donc, parlant de cette communauté métropolitaine, c'était aussi remarquable que de temps en temps, et on a eu les remarques de la salle à ce point-là, on n'a pas été consulté. Ils ont pris des décisions comme telles. C'est quelque chose que je ressens très fort aussi du côté flamand, parce qu'on entend les mêmes remarques du côté flamand en disant, bon, on met un stade plic-ploc et on n'était pas considéré au sujet de ces plans. Donc, il y a des comparaisons à faire, des comparaisons qui prouvent que, encore une fois, que les problèmes qui se posent, c'est une question de consultation entre les différentes communautés et que dans ce cas-ci, le cas de Bruxelles, le clivage communautaire est fortement dépassé par d'autres problèmes qu'on ne peut pas réduire à un niveau de communauté ou de langue ou de culture, mais des problèmes de la ville, de la région capitale, mais qui dépassent, et j'insiste à ce fait, qui dépassent les 19 communes, et que donc aussi bien du côté de nord du pays de la Flandre que de la Wallonie, quand on parle de la toute grande région, il faut avoir des consultations et il faut avoir des structures, et non pas des initiatives volontaires, mais des structures qui réagissent et qui essayent de trouver des solutions qui sont acceptables pour tout le monde qui habite dans cette région. Et le problème des vols, je vais avouer que j'habite Grimbergen. Ça vous dit quelque chose dans le temps, les groupes d'action contre les vols au-dessus de Grimbergen? Donc, je ressens très bien ce que vous ressentez. Et je m'adresse alors à le groupe jaune ici, jaune et noir. Donc, c'est quelque chose que je ressens, mais je ne le ressens pas comme une question de communautaire. Ouais, on a gagné, parce que non, c'est quelque chose de tiens, on a peut-être perdu, parce qu'il y a un groupe perdant et un groupe gagnant. On le met toujours des conflits pareils entre groupes gagnants et perdants, bien qu'une bonne solution, à mon avis, c'est quelque chose qui a été décidé en communauté, mais alors communauté, je ne vais pas dire belge, parce que c'est multiculturel ici à Bruxelles, mais avec toute cette région bruxelloise, elle est très large pour moi, ce qui n'est pas... Il y a des Flamands qui ne le considèrent pas comme ça, juste que parce qu'ils ont cette peur d'être dominés d'une façon culturelle, comme je ressens de temps en temps quand même cette peur d'être, du côté francophone, d'être dominés d'une façon économique, et que donc si tous les deux on se sent dominés par l'autre, j'ai l'impression que c'est un bon équilibre. Et donc, cette vision, pour clôturer,
il nous faut une vision sur la région bruxelloise, cette ville, hein, et donc cette structure de communauté métropolitaine, elle est absolument nécessaire et j'espère qu'elle va fonctionner et que des deux côtés, et malheureusement il y a 2 ou même 3 côtés, sur le niveau politique, qu'on va dépasser ces frontières linguistiques et communautaires et qu'on va collaborer à résoudre les problèmes des citoyens ou des électeurs qui vivent cette région. Merci. Alors, nous allons donner la parole à la salle pour quelques questions. Je voudrais d'abord demander à M. Van Parijs, on a beaucoup parlé de lui, bon, je pense que c'est logique de lui donner un micro et de lui demander ou de préciser ou de réagir à ce qui a été dit. Donc s'il y a un micro qui peut arriver chez Philippe Van Parijs, il est là, voilà. Je te clarifie un gros malentendu, donc je ne recommande pas du tout aux électeurs bruxellois de ne pas voter pour vous, candidat au fédéral. Au contraire, Didier Reynders l'a bien dit tout à l'heure, si on veut faire vote utile et qu'on est libéral néerlandophone bruxellois, on a intérêt à voter pour lui. Si on est socialiste néerlandophone, etc., etc., etc. Il n'y a que dans le cas des Verts que c'est différent, où là, il peut y avoir un vote utile pour Groen, puisqu'ils se présentent sur la même liste d'écolos, ils peuvent voter simultanément pour des Verts francophones et néerlandophones. Ma recommandation, c'était simplement pour la région de Bruxelles-Capitale, où effectivement, une des raisons que j'ai trouvées sur le site du FDF, c'était de dire, bon, si on a vraiment peur du risque que le NVA plus le Vlaams Belang bloquent les institutions, ben, évidemment, ce qu'il faut faire, c'est plutôt voter pour un autre parti flamand que pour le FDF ou les autres partis sympathiques qui sont ici représentés. Mais il y a des arguments beaucoup plus forts et qu'on ne perçoit pas suffisamment du côté francophone, c'est que si on vote du côté néerlandophone, on a en outre une voix pour le Parlement flamand. Dès le moment où on choisit le collège néerlandophone, on peut voter sur le Parlement flamand et donc influer aussi ce qui se passe là, notamment l'organisation des écoles flamandes à Bruxelles, où il y a aujourd'hui plus d'enfants francophones que d'enfants néerlandophones. Enfin, et Laurette Onkelings l'a bien indiqué tout à l'heure, la raison pour moi la plus importante, c'est de dire que ce système des 2 collèges distincts est une manière obsolète de fonctionner à Bruxelles, qu'il y a moyen d'organiser, il l'a bien dit aussi tout à l'heure, la protection des minorités, de la minorité à Bruxelles d'une autre manière, mais en permettant des listes bilingues. Et donc c'est aussi pour manifester l'absurdité de ce système. Je clarifie enfin que même, donc c'est très important, si 500 000 électeurs bruxellois votent pour le collège néerlandophone, effectivement alors la NVA comptera pour presque rien. Mais ça ne réduira pas d'un seul siège la représentation des francophones au Parlement bruxellois, même s'il n'y a que les 72 têtes de liste, que 72 personnes qui votent pour elles-mêmes pour le collège francophone, eux et leurs mamans, mettons, même s'il n'y a que donc 144 électeurs, eh bien il y aura encore 72 sièges francophones, 72 députés francophones et seulement 17 députés néerlandophones dans le Parlement bruxellois. Donc les francophones bruxellois peuvent, s'ils le souhaitent, il ne faut pas qu'ils le fassent tous, il faut pas qu'ils s'ils ont collé des affiches pendant toute la... Il ne faut pas que maintenant ils trahissent leur héros pour lequel ils ont collé des affiches, mais donc ils peuvent le faire tranquillement, ça ne réduira pas d'un siège la représentation des francophones au Parlement bruxellois. Alors, il nous reste moins de 10 minutes. Oui, j'ai une question à poser de la part d'une dame qui est là. Je lui vais demander de se lever, qui, madame, ne sait pas s'exprimer elle-même. Donc, elle m'a demandé de poser la question. Madame, je vais poser la question pour madame, qui ne sait pas s'exprimer elle-même. Donc, elle était déjà là hier. Donc, elle pose une question qui a trait à la mobilité. Et donc, elle demande comment harmoniser le parc de stationnement sans plumer le citoyen à outrance. Et elle énumère les machines à sous, entre guillemets, à l'horaire, les tarifs forfaitaires. Je veux dire, comment organiser le stationnement dans la région sans que ce soit trop coûteux pour les propriétaires de voitures, si j'ai bien compris ce que vous vouliez dire. Qui veut répondre? Une personne qui répond, quelqu'un qui veut organiser la mobilité. Je vois que Laurette Onkelings désigne Zaka Katabi. Ah. Voilà. Monsieur Maguin? Oui. Bon, il y a un plan régional du stationnement dont on rejoint les objectifs. Honnêtement, on ne peut pas gérer le stationnement à Bruxelles s'il n'y a pas de coordination supracommunale. On est tous d'accord sur les objectifs. L'uniformisation des tarifs, l'uniformisation des régimes horaires, l'uniformisation
dérogation notamment par les cartes, soit d'habitants, soit les cartes pour certains secteurs professionnels, et ainsi de suite. Donc, que la région ait la main sur la politique de stationnement est un objectif que tout le monde soutient. Il y a peut-être des subtiles distinctions en ce qui concerne la définition des zones de validité de cartes, ainsi de suite. Il faudrait peut-être laisser les communes qui connaissent mieux le terrain définir ces zones, mais ça, on peut peut-être revoir si ça nous est donné dans une prochaine majorité régionale. Donc, voilà, ce où je vous rejoins, c'est que j'ai un peu le sentiment que l'on fait peser davantage la charge financière sur les Bruxellois quant aux conditions de délivrance financière des cartes, puisque les conditions seront assez élevées, pour la deuxième carte en tout cas, que sur ceux qui entrent dans Bruxelles. Mais voilà un beau sujet pour la communauté métropolitaine. Ça sera un beau test. La communauté métropolitaine, bon, moi je regrette déjà que le gouvernement flamand ait pu prendre les devants sur le ring sans attendre la mise en place de la communauté métropolitaine, parce que l'élargissement du ring, s'il y a bien une conséquence sur la mobilité dans et autour de Bruxelles, c'est bien la décision unilatérale du gouvernement flamand. Ils auraient dû avoir au moins la courtoisie ou le respect de ce qu'ils avaient eux-mêmes admis, à savoir que la communauté métropolitaine allait s'occuper de ces dossiers. Mais la communauté métropolitaine va devoir mener une réflexion immédiate sur la gestion de la mobilité et des entrées de Bruxelles. Si ce n'est pas ça le rôle de la communauté métropolitaine, et s'il n'y a pas la capacité au sein de cette communauté métropolitaine de démontrer cette volonté-là, alors on aura vite fait la démonstration que la communauté métropolitaine n'est qu'une coquille vide. Alors, un complément de réponse. Non, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Simplement, en matière de parking, moi, ce qui m'a frappé, c'est cette volonté de limiter le nombre de parkings avant d'avoir réellement développé une autre offre de transport. Et ça, c'est vraiment le débat aussi dans la mobilité à Bruxelles, c'est de savoir si on a vraiment une offre ferroviaire qui se met en place, une offre de métro qu'il faut reprendre, un travail sur le métro qui doit être beaucoup plus lourd, et donc de parking, moi je qualifie de persuasion au point de départ des RER ou à l'entrée dans la ville, plutôt que de gérer exclusivement les parkings tels qu'ils sont là aujourd'hui. Et dans l'ensemble de la région, là je rejoins ce qu'Olivier Maguin vient de dire, il faut que la région ait une capacité effectivement d'action pour que l'ensemble des habitants de l'ensemble des communes puissent disposer des mêmes types de droits, notamment en termes de tarification. Zaka Katabi, puis on prendra une autre question après. Oui, rapidement. Alors, c'est vrai que M. Manguin l'a élégamment rappelé tout à l'heure. J'étais en couche-culotte quand on a commencé à parler de certains dossiers. Et en vous entendant, M. Render, je pensais au RER, évidemment. Alors, on entend, vous dites, on veut supprimer des places de parking avant même que... Mais c'est vrai que moi, le RER, j'ai grandi avec l'idée du projet, hein, comme certains ont grandi avec le monstre du Loch Ness, on ne l'a jamais vu, on croit qu'il existe, on espère qu'il arrivera. Et donc je vous entends, M. Renders, mais qu'avez-vous fait au niveau fédéral pour que ce RER soit enfin une réalité ? Pas mal de choses, mais il faut pour ça aussi que les permis puissent être octroyés, qu'on puisse avancer effectivement. Au niveau de la SNCB, un certain nombre de choses ont été faites en infrastructure, en achat de matériel, mais il faut aussi à un moment donné qu'on puisse traverser des communes et qu'on puisse obtenir des permis. Mais c'est vrai qu'il faut accélérer les choses. Moi je sais que quand je prisais les chemins de fer il y a 25 ans, on a lancé au même moment le TGV et le RER. Le TGV est là, avec des travaux gigantesques parfois dans certaines gares. Le RER n'est pas encore là. Non, mais je voulais juste intervenir pour en revenir directement à la question qui est posée. Est-ce qu'il faut uniformiser ? La réponse est oui. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a eu des accords intra-bruxellois et que l'on a créé l'agence du stationnement. Voilà, c'est vraiment pour répondre de manière très directe. 2, au-delà de Bruxelles, il faudra évidemment travailler dans le cadre de la communauté métropolitaine. 3, ce qui a été dit sur les investissements, parce que le professeur d'Erasmus disait qu'il aurait fallu parler peut-être plus des thèmes de la ville, même si ces thèmes, évidemment, sont beaucoup plus liés aux compétences régionales et communautaires. Mais pour le reste, je suis d'accord avec lui. Et en termes de mobilité, on a, et c'est normal, beaucoup parlé du survol aérien, mais c'est vrai que j'aurais voulu parler concrètement des investissements RER. 70% de l'infrastructure est là, on peut déjà l'utiliser à court terme et c'est indispensable. L'investissement dans le métro, c'est mon dada depuis fort longtemps. Et enfin, tout le travail est lancé. Les augmentations des moyens à la STIP, dans le nouveau contrat de gestion de la STIP, des décisions ont été prises
pour la fréquence des moyens de transport de la STI, pour qu'ils soient plus là le week-end, le soir. On aurait pu parler des piétonniers. Moi, vraiment, je soutiens la politique du bourgmestre de Bruxelles à la matière. Donc oui, on aurait pu parler des thèmes de la ville, mais c'est moins lié aux compétences fédérales. On va rendre la parole à la salle et à la dame qui a posé la question. Je me fais porte-parole de la personne qui a encore une question plus précise à poser. Elle dit pourquoi privatiser la perception Vinci Park à XL? Va-t-il tout rafler et continuer à verbaliser 25 € pour 25 minutes? Voilà. Alors, on n'a pas d'XLois. Vous avez l'opposition XLoise qui est représentée et qui, en effet, pose la même question tous les mois au collège. Voilà, j'ai recommandé à madame de s'adresser à qui de droit à XL. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Alors. Merci. Je suis très content d'entendre que vous êtes tous maintenant contre le plan Wathelet. J'ai dû comprendre qu'avant, la plupart d'entre vous étaient pour le plan Wathelet. Comment est-ce que vous pouvez nous rassurer que vous n'allez pas encore changer d'avis? Donc je pense que s'il y a un élément qu'on ne peut nous reprocher, c'est notre inconstance dans le dossier. Donc pour ce qui nous concerne, vous l'avez vu depuis 2003 et on l'a payé cher. La position des écologistes n'a pas bougé et ne bougera pas. Simplement, si on avait suivi l'accord qui avait été pris sur les collaborations avec la région, sur la constitution de l'autorité indépendante, sur les études nécessaires pour voir si on n'allait pas survoler plus de zones densément peuplées, ça n'aurait pas existé, tout simplement. Et on a pris un engagement, je crois, public qui a été en plus filmé. Alors, une toute dernière question de la salle. Est-ce que je peux intervenir sur autre chose? J'ai écrit, j'ai parlé, mon parti a parlé, mon parti a écrit, Mme Milquet a écrit aux Bruxellois encore hier. Je crois que c'est un engagement, et cet engagement, c'est un engagement qui vaut pour l'avenir. Très bien. Attendez, alors Mme Collings, M. Renders ont demandé la parole. Parce que sur le survol, bon, moi ma position a été claire en tout cas. Pour le reste, Pascal Delhuit est intervenu aussi en posant quelques questions. Et comme on n'a plus qu'une ou 2 minutes, moi je voudrais quand même y répondre. Dire d'abord qu'il y a des thèmes qui n'ont pratiquement jamais été abordés pour ce qui concerne le fédéral. Et moi je le regrette. Par exemple, le thème de la santé, dans tous les débats, les radios, télé, journaux, pratiquement pas abordés, alors que c'est le thème numéro 1 des préoccupations et le plus gros budget de l'État, 30 milliards. Est-ce que je dis le contraire? Pourquoi est-ce que vous intervenez? Est-ce que je dis le contraire? Mais il n'y a pas que le survol. On peut aussi parler... Moi, j'étais claire pour le survol. Mais je dis simplement que parler des soins de santé en règle générale, liés évidemment au survol, mais pas seulement, c'est quand même important de parler des politiques de santé en règle générale dans ce pays. Je le regrette. Pour l'enseignement supérieur, vous nous avez posé la question, est-ce qu'il, oui ou non, il faut un financement complémentaire de Bruxelles? En tout cas, nous nous sommes prononcés pour un refinancement de l'enseignement supérieur, ça c'est clair. Et enfin, en off, parce que la télé Bruxelles n'enregistre plus, je crois, je peux dire sans flagornerie, le premier débat qui nous a opposés, c'était un débat ici, aux Beaux-Arts, avec vous. Le dernier qui nous oppose tous, c'est ici. C'est certainement, à mon avis, au nom de tous, remercier pour nous avoir permis, face à un public, de débattre de thèmes essentiels de citoyenneté. Non, je voulais juste dire 2 choses, parce que monsieur posait la question, c'est une question de confiance que vous posez. Bon, je vous dis, je crois que j'ai donné une position très claire sur ce que je souhaitais. Maintenant, c'est une formation de gouvernement qui va probablement devoir intervenir. J'espère être autour de la table, du côté bruxellois comme du côté fédéral, pour faire ce que j'ai annoncé comme étant notre position. Je voudrais quand même juste dire un mot. Je ne vais pas revenir sur ce que Laurette vient d'évoquer concernant Pascal Delhuit ou d'autres interventions. Mais on a commencé ce débat, ça a d'ailleurs frappé un expert néerlandophone, en parlant pendant 1/4 d'heure, 20 minutes, d'un homme en Flandre, et de savoir comment discuter de tout cela. Je peux vous dire que j'ai été, en outre, particulièrement impressionné, mais pas positivement, par le fait qu'on recommence le débat avec la salle, en entendant un professeur, j'ai beaucoup de respect, je respecte son avis, je donne d'ailleurs des cours parfois dans la même université, mais qui appelle des francophones à dire en fait, le débat de ce soir, ça n'a pas beaucoup d'importance,
voter pour des partis flamands. Je vous avoue que le jour où j'entendrai ce genre de choses dans une assemblée en Flandre, je commencerai à me dire que ça a du sens. Mais pourquoi faut-il sans arrêt que ce soit des francophones qui demandent de faire ce genre de choses? Voilà, on a un petit peu dépassé le temps qu'on s'était fixé. On va donc remercier l'ensemble des participants, aussi bien dans le public que sur la salle. Et je suis sûr que vous avez plein de canaux pour poser plein de questions. Et allez, alors une question, mais alors une question très courte, très précise. Très rapide. Ma question s'adresse à M. Delperret. Ouais. Qui est on va pas professeur lancer de le droit. débat, M. Wilhelmy. Il y a déjà eu le débat pendant une demi-heure hier. Non, c'est une petite question très courte, parce que je vois qu'il y a un consensus qui s'est formé pour dire qu'il faut retirer effectivement les mesures les plus aberrantes du plan Wathelet. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. La question de la méthode est un peu différente. On voit qu'il y a deux partis de la majorité fédérale qui ont pris leurs responsabilités et qui comprennent effectivement qu'il faut très vite suspendre ce plan et que pour aller très vite, il faut republier l'ancienne route en maintenant les améliorations qui ont été obtenues et qui étaient totalement légitimes des zones riveraines de l'aéroport. Par ailleurs, je pense qu'il faut chercher à les améliorer encore. Il faut effectivement négocier dans le cadre d'un processus plus long, à moyen terme. Il faudra trouver des mesures structurelles, il faudra travailler sur la nuit, etc. Mais ce que les Bruxellois veulent, très rapidement, c'est que l'on retire ce plan. Alors ma question pour M. Delperret, c'est l'intérêt général. Ma question sera très courte. Ne pensez-vous pas, M. Delperret, qui est professeur de droit, que l'intérêt général et les légitimes attentes des citoyens ont été totalement bafouées dans ce dossier, où on en a vu des injustices, où l'on a vu des gens nouvellement survolés, qui n'avaient jamais été survolés et qui de manière totalement opaque se sont retrouvés survolés, et où l'on a vu des manœuvres, des conflits d'intérêts au sein du cabinet Wathelet. Et je me demande pourquoi, pourquoi ne vous opposez-vous à la méthode que nous proposons? 30 secondes pour M. Delperret pour répondre et on arrête le débat, s'il vous plaît. Mais je crois que j'ai relevé moi-même dans mon intervention les défaillances du système politique administratif. Je crois que ça a été compris, tout le monde a pu le comprendre. Je voudrais tout de même dire à l'intervenant qu'il parle d'un cabinet ministériel. Il y avait d'autres cabinets ministériels qui sont présents au gouvernement. Voilà, et alors ceux-là aussi sont intervenus. Alors on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir participé à ce débat et rendez-vous à dimanche.